Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir l'ami Julien. Bonjour Julien. Bonjour Sylvain. Comment vas-tu ? Ça va très bien, ça me fait super plaisir que tu m'aies invité à Punkin Dev. Eh ben écoute, le plaisir est partagé, c'est cool. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu te présenterais pas en quelques instants, s'il te plaît ? Yes, moi je suis coach technique, mon métier c'est d'aider les gens à embrasser une culture de développement logiciel, type par exemple le software craftsmanship, le domain driven design ou bien la sécurité applicative. Donc je fais du coaching de développeurs, je fais aussi du coaching on va dire plus axé stratégique pour le management. Et donc je suis consultant dans une boîte qui s'appelle Shodo, qui est basée sur Paris et Nantes. Ok. Dans cette optique, justement, de coaching technique, il y a quelques temps, tu avais fait des tweets qui parlaient de dette technique, et c'est un sujet que j'aime bien. C'est un sujet qui peut être glissant. Il y a 10 000 définitions de ce qu'est la dette technique et de ce qu'elle n'est pas parfois. Et il y a pas mal de visions qui s'opposent, et j'étais curieux d'avoir la tienne de vision, justement. Comment toi, tu définirais la dette technique ? D'où tu partirais ? Alors, justement, pour reprendre, en fait, mes tweets étaient partis d'un exemple que quelqu'un avait donné sur ce qu'est la dette technique, enfin, ce qui selon lui est la dette technique, et j'étais pas entièrement d'accord avec ça, donc je vais reprendre l'exemple. Donc la citation, c'était la dette technique, c'est un peu comme quand tu veux préparer à dîner, mais qu'avant tu dois faire de la vaisselle de la veille. Il y a une idée là derrière ça où t'as un peu procrastiné un truc que t'aurais dû faire avant, que t'es amené à faire après, alors que c'était peut-être pas le moment de le faire. C'est un petit peu l'idée qu'ont les gens généralement de la dette. Pour moi, c'est pas exactement ça. Parce que si tu veux, pour moi, si je peux donner une définition de la dette technique, c'est c'est quelque chose qui va t'octroyer une capacité de productivité à court terme, supplémentaire, mais que tu vas devoir soit rembourser à court ou moyen terme, ou bien décider d'effacer ta dette en fait et de pas du tout la rembourser. Et je vais expliquer pourquoi il est important que ce ou là que tu vas rembourser ou que tu décideras de pas rembourser est super important. Tu vois, typiquement en reprenant l'image de la vaisselle, si par exemple tu t'amusais à jamais faire ta vaisselle, au bout d'un moment tu vas avoir la vaisselle qui va s'amonceler dans ton évier, ça va commencer à puer, et à moins que tu décides de manger par terre, tu vas être amené à la faire ta vaisselle. La dette technique, c'est pas réellement ça, parce que tu vois, je vais te donner un exemple tech. C'est, imagine là, tu gères l'inventaire produit d'un site e-commerce, et tu sais que tes utilisateurs ils vont vouloir pouvoir avoir des filtres assez complexes sur tes produits, typiquement filtrés par catégorie, par échelle de prix, enfin peu importe. Et imaginons que tu as une centaine de champs sur lesquels tu vas t'amuser potentiellement à offrir des filtres. Tu pourrais te dire, bon là j'ai commencé par faire mon référentiel de produits est stocké dans une base SQL. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus puissant, on va dire, pour pouvoir faire du filtrage, et que la décision c'est de migrer plus tard vers une base de données Elasticsearch, tu vois. Et tu pourrais considérer du coup que tout ce que tu vas rajouter dans ta base, dans ton implémentation en SQL est de la dette, puisque un jour tu vas migrer sur de Elasticsearch, tu vois. Ouais. Et imaginons qu'au fur et à mesure tu implémentes justement les filtres, t'en mets un premier sur les prix, un deuxième sur les catégories, toujours sur ta base de données SQL, et tu te rends compte qu'au final ça tient la perf, au final tout le reste là de filtres un peu avancés, c'était pas forcément très utile pour le client, tu vois, pour l'utilisateur, pardon. Ce qui fait que tu décides de dumper l'idée de passer sur de l'ES. À ce moment-là, en fait, c'était plus réellement une dette.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que Ouais, je vois bien. ça veut dire qu'en gros, la dette est conditionnée à quelque chose. Elle est conditionnée au fait qu'on prend des hypothèses. Tu vois, de dire que un jour on passera sur l'Elasticsearch, ok, c'est peut-être vrai dans l'instant T, et peut-être que demain ce sera pas le cas. Et du coup, en fait, si tu veux une dette, tu peux décider de se dire, maintenant au final, whatever, on va pas traiter ça puisque c'est good enough. Tu vois, le truc, c'est que si je reprends l'idée de la vaisselle, si tu étais en capacité de laisser ta vaisselle dans ton évier ou l'acheter, bah là, ok, tu pourrais considérer quelque part que tu as géré une forme de dette. Mais si tu en as besoin, en fait, de ta vaisselle, quelque part, en fait, c'est de la négligence. Ça n'a rien à voir avec de la dette. En fait, ce qu'on confond généralement, c'est ce qu'on appelle l'entropie et la dette technique. L'entropie, c'est le fait que le logiciel arrive dans un état où il devient de plus en plus compliqué en fait à le faire évoluer, beaucoup plus compliqué à le maintenir, et ce qui peut être dû à plein de choses. Au fait que, par exemple, oui, là, on a fait trop de dettes où on a descopé des choses qu'on aurait dû faire avant. Donc la dette peut amener à de l'entropie, mais pas systématiquement, parce qu'il y a de la malfaçon. C'est-à-dire que quand on décide de ne pas faire de test et aller en prod, pour moi, ça, ce n'est pas de la dette technique. Parce que à quel moment tu as pu vérifier que ce que tu imagines fonctionner fonctionne? À aucun moment, en fait. Donc tu vas aller en prod et ça va... Tu vas prendre un risque énorme. Faut pas oublier que quand tu fais, pareil, gestion de dette technique, il y a une notion de bénéfice sur risque, en fait. Tu vas dire quel risque de pas le faire maintenant vis-à-vis du bénéfice que ça m'apporte de pas le faire. Quand tu décides de pas faire de test, en fait, tu ne fais que prendre des risques. Et tu ne mesures pas ce risque. T'as aucun moyen de savoir si vraiment ta feature ou ce que tu as développé, en fait, fonctionne, puisque tu ne fais pas de test. Et ça va être le grand bain, tu vas sauter sans filet quelque part. Et donc ça, pour moi, c'est pour ça que c'est pas de la dette. Ça, c'est ce que moi j'appelle de la négligence ou de la malfaçon. Parce que pour moi, vérifier que le truc marche, c'est nécessaire. C'est pas quelque chose qui va, comment dire, que tu vas pouvoir décider de descoper au final. Je sais pas si c'est clair, en fait, ce que je dis. Hein, donc tu me... Si, moi ça me paraît assez clair, ça résonne avec ce que j'avais déjà entendu dans une conf d'Arnaud Lemaire où lui parlait de rotten software. Ouais. Quand on sabre la qualité, on n'a pas contracté de la dette, on a juste fait de la malfaçon. J'aime bien, du coup t'as un terme français pour l'exprimer. J'aime bien ça, dire on fait pas de test, on fait pas de refacto, on fait pas de pair programming, on fait pas de peer review, enfin on n'a rien de tout ce qui pourrait s'approcher de la qualité logicielle. Non, c'est de la malfaçon, effectivement, c'est pas de la dette. C'est exactement ça. On aura peut-être l'impression de gagner du temps au départ, mais peut-être même pas, en fait, puisqu'on n'a aucun outil de mesure de ce qu'on fait. Exactement. Et, ça m'intéressait aussi dans ce que tu présentes, c'est qu'on n'a pas de filet et on n'a pas d'indicateur. Enfin, le fait de faire des tests unitaires, au moins on a un indicateur, on sait ce qui marche, on sait qu'on a un périmètre qui est testé, qui est validé. Si on n'a pas ça, on n'a pas de filet, on ne sait pas. Et exactement. On ne sait pas où. Et tu as tout à fait raison. Tu vois, dans mon exemple où tu pourrais passer d'une base de données SQL à de l'Elasticsearch, ce qui va te déterminer que c'est good enough, c'est parce que ça remplit le taf. Remplit le taf, ça veut dire que les utilisateurs, ils sont satisfaits du logiciel. De toute façon, tu vas le voir assez vite que les mecs, que ça convient pas. Hein. Si c'est good enough, même le PO te dira... Enfin, il poussera d'ailleurs, ça on en reparlera de la gestion de la dette technique par le product owner juste après, mais il pourrait, tu vois, mettre aussi la pression pour ne pas aller sur cette solution technique qui pour lui n'apporte pas en fait d'avancée fonctionnelle. Et tu as bien raison en fait dans ce que tu dis. Enfin, moi, ce que je mets dans l'entropie logicielle, c'est plusieurs choses. C'est, comme je te dis, c'est la malfaçon, l'érosion. Hein, c'est le fait que, par exemple, tu es sur une stack qui vieillotte, qui est plus maintenue. Donc si tu commences à avoir des bugs dedans, bah ça va être compliqué ensuite pour le faire évoluer. Même ta capacité d'évolution, comme t'es pas state of the art, bah elle va être aussi problématique. L'overengineering, j'en ai déjà parlé. Et ça se gère, mais vraiment différemment en fait. Typiquement, il y a un pattern d'architecture logicielle qui gère à la fois la dette technique et l'entropie.
Et ça, c'est l'architecture hexagonale et on y pense très peu, en fait, de l'architecture hexagonale en tant que pattern de gestion de dette technique. Pourquoi c'est un pattern de gestion de dette technique ? Parce qu'il permet de remettre à plus tard des choix. Typiquement, tu vois, en architecture hexagonale, porte et adapteur, donc tu vas avoir un domaine qui va être agnostique de la technique, où tu as le fonctionnel. Je réexplique juste rapidement. Et Vas-y. tu vas mettre des adaptateurs qui sont, eux, techniques. Ce qui fait que tu vas pouvoir avoir un port qui va être agnostique de la technique, qui va te permettre de récupérer de la data dans une base de données, et qui est une interface, généralement. Et derrière ça, tu vas pouvoir avoir autant d'implémentations que tu veux. Donc, une implémentation SQL, une implémentation Elasticsearch, ou bien même une in-memory. Et généralement, en architecture hexagonale, on commence à faire une première version avec une implémentation in-memory d'une base de données pour valider que le fonctionnel marche. Mais quand tu fais ça, tu sais que tu vas pas pouvoir vivre longtemps en fait en prod avec une base de données in-memory. Du coup, qu'est-ce que tu as fait en faisant ça ? Bah, tu as pris de la dette technique. Pourquoi ? Parce que ton but, c'était de valider au plus tôt la fonctionnalité. Et après, tu sais qu'à court ou moyen terme, tu vas devoir en fait implémenter ce client de base de données. Et typiquement, dans mon exemple aussi de tout à l'heure, si tu sais que dans 6 mois, tu vas passer à de l'ES, l'avantage de l'architecture hexagonale, c'est que c'est du plug and play. Donc, enfin, entre guillemets, ce que je veux dire, c'est que tu enlèves ton adaptateur, enfin ton client SQL, à la place, tu mets ton client Elasticsearch, le reste de ton application n'est pas impacté. Donc déjà, tu as cette gestion de la dette technique. Alors, elle n'est pas totale en architecture hexagonale, parce que si tu en as dans le domaine, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, sur les abords du domaine, c'est, on va dire, by design. Elle gère aussi l'entropie. Pourquoi ? Enfin, d'une certaine manière, pas entièrement encore. C'est que comme dans l'architecture hexagonale appliquée au domain-driven design, tu vas pas mettre de couches techniques, enfin de framework dans ton domaine, bah tu limites l'entropie quelque part. Parce que généralement, une grosse problématique qui est liée dans notre métier à l'entropie et va être potentiellement liés aux frameworks structurants qui sont vieillots, enfin qu'on met pas à jour ou qu'on doit mettre à jour, les montées de version qui sont cassantes. Enfin, il y a plein de choses en fait qui font que et qui amènent un certain niveau de complexité. On sait bien que les frameworks en fait par l'abstraction en fait vont te permettre potentiellement d'aller plus vite, mais en termes de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur, tu sais pas trop ce qui se passe justement, et le jour où ça pète, bah t'es un petit peu à poil quoi. Donc en fait, ça, il y a un gros risque d'entropie et on le met aux abords en fait du domaine. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que l'architecture hexagonale, c'est vraiment un bon exemple où tu vas potentiellement voir vraiment la différence entre ces deux notions-là, la dette et l'entropie logicielle, quoi. C'est intéressant comme outillage. Je t'avouerai que moi, je fais... Depuis que je fais de l'hexagonal, je peux plus faire autrement, et sur chaque nouveau projet, en général, effectivement, je commence mes implèmes de base de données, c'est une base in-memory, ou au pire dans un fichier plat, et ça me permet de voir les interactions que je vais avoir avec mon cœur de métier, et de choisir la bonne base de données. Est-ce que une base relationnelle, ça me va bien ? Est-ce que du NoSQL, ça sera très bien ? Est-ce qu'il faut autre chose ? Et je trouve ça assez intéressant dans le gain pour la conception. Effectivement, je prends de la dette parce que j'ai créé un truc où je sais qu'a priori ça va être jeté. Oui. Donc alors à moins qu'il se passe un truc fou. Par contre, c'est aussi intéressant, c'est qu'effectivement ça permet d'aller plus vite, quoi. Mettre en place un POC et se monter un serveur SQL, s'héberger le truc, ça c'est vite compliqué. Il y a des contraintes d'écriture de code qui sont quand même plus importantes. Quand on parle souvent souvent ce qui revient avec la dette, c'est on prend de la dette pour être meilleur sur le time to market. Donc ça peut, mais je pense qu'on va juste valider des hypothèses là-dedans, et ensuite on verra. Enfin, c'est pas des choses qui à mon sens doivent partir en prod, mais après ça dépend du contexte. Mais on s'éloigne un petit peu de la notion de dette. Il me semble dans un de tes tweets, il y a un truc que j'avais vu, on en a pas reparlé quand on a préparé ça. Tu parlais de dette, tu parlais du PO tout à l'heure, de dette un peu, de dette fonctionnelle quelque part, oui. Ou d'une approche plus fonctionnelle métier de la dette. T'avais quoi derrière la tête avec ça ? En fait, si tu veux, t'as plusieurs types de dettes. Déjà, t'as la dette fonctionnelle.
t'as la dette technique. La dette fonctionnelle, typiquement, un exemple, c'est quand tu construis un MVP, un Minimal Viable Product, généralement, tu sais que tu n'as pas couvert, on va dire, l'étendue des fonctionnalités que tu veux donner à ton utilisateur. Donc, quelque part, ta première version, elle est teintée de dette fonctionnelle. Que la dette fonctionnelle, elle soit gérée par le PO, c'est très bien. Par contre, la dette technique, tu vois, c'est quelque chose qu'il ne faut pas déléguer au product owner, en tout cas en dehors des développeurs. Parce que, en gros, tu es en train de donner la responsabilité à quelqu'un qui n'est pas technique de gérer des considérations qui le sont. Typiquement, tu vois, si, notamment pour traiter un problème d'entropie, tu dois faire un refactoring, bah, tu as tout intérêt en fait à le prioriser toi en tant que tech, en tant que développeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est que le product owner, lui, il est là pour prioriser surtout côté feature. Enfin, côté technique, c'est au tech lead ou au développeur de le faire. Et la gestion de la dette technique, si on essaye de la déléguer à des personnes exogènes, bah en fait, quelque part, on se responsabilise. Et notamment si vous incluez dans la dette technique la malfaçon, c'est-à-dire les tests. Si vous commencez à ne pas écrire de tests pour vous permettre d'avoir un meilleur time to market et que vous laissez ensuite quelqu'un qui n'est pas technique prioriser le fait qu'on va faire le test ou pas, ça n'a pas de sens. Enfin, tu vois, c'est de la déresponsabilisation. Pour moi, c'est vraiment... quelque part, on est dans le déni de notre propre responsabilité en tant que développeur quand on fait ça. Et c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en considération. On est censé avoir un certain niveau de qualité en accord avec, bien sûr, les gens de l'équipe, donc avec le PO, etc. Si on commence à trop rogner sur la qualité, on fait monter l'entropie. Le PO, lui, n'a pas forcément les compétences pour savoir si il est aisé de développer dans le logiciel, s'il est aisé de le maintenir. Ça, c'est seulement les développeurs. Alors du coup, après, je sais pas si c'est ça dont tu parlais. Si, ça en fait... Enfin, clairement, ça en fait partie. La notion de MVP, déjà, où on prend de la dette fonctionnelle parce qu'il y a des choses qu'on ne fournit pas et qu'il faudra fournir après. Voilà, c'est de la dette avec les mêmes choix qui s'offrent à nous. Est-ce qu'on va la rembourser, c'est-à-dire est-ce qu'on va effectivement livrer ces features-là, ou est-ce qu'en fait on va pas rembourser, on va se rendre compte que l'outil fonctionne très bien comme ça et que c'est pas la peine de gérer toute la typologie de cas auxquels on avait pensé au départ. C'est effectivement de la dette. J'aime bien aussi ta vision de la responsabilité du dev. Enfin, il y a un périmètre technique, il y a un périmètre fonctionnel. C'est pas au PO de se soucier de ce qui est codable, maintenable, comment ça va évoluer. Là-dessus, les devs sont censés être à son service, ou éventuellement lui dire attention, là il y a un passif qui fait que c'est plus compliqué, donc il faut le prévoir, mais j'aime beaucoup ta façon de refuser de déresponsabiliser les devs. On a souvent tendance à... Enfin, j'ai souvent vu plein de devs qui disaient le code il est pourri, c'est pas de ma faute, c'était déjà là avant, et puis de toute façon on me laisse pas faire. On me laisse pas faire comme j'ai envie de le faire. Bah, chacun sa responsabilité. Si vraiment on te laisse pas faire, faut peut-être pas rester là. Mais est-ce que c'est pas juste une excuse pour ne pas faire parce que des fois ça peut être compliqué, j'entends bien. C'est clair. Si tu veux, j'ai une image là-dessus. Imagine que t'es un livreur de repas à vélo, quoi, et que t'as un client qui te fait des misères, quoi. Il te fait courir à droite et gauche en te demandant d'être... tu vois, de livrer tellement vite que tu dois faire du 30 km/h, 40 km/h à vélo en pente, enfin bref, comme un malade. En fait, tu tues la santé et tu délègues en fait ta forme. En fait, tu décides de déléguer ta forme au client, quoi. Enfin, alors on va me dire le PO c'est pas le client. Je suis d'accord, mais en fait, on n'est pas du tout sur le même niveau de responsabilité. On peut pas déléguer au PO justement des choses qui sont de notre métier, parce qu'en plus c'est pas lui qui va subir le code, c'est nous en tant que développeurs. Donc quelque part c'est difficile, je le sais, mais il faut savoir dire non dans ce cas-là. C'est plutôt faut savoir avoir le courage de remonter le fait qu'il y a des choses qui doivent être faites et que c'est non négociable. Sinon, tu vois, dans le bâtiment, si ton PO il te demande de construire un étage au-dessus d'un étage qui est en placo-plâtre et qu'il n'y a pas de mur porteur, bah
dans le bâtiment, on va dire, mais c'est pas bien en fait, on va pas pouvoir le faire, ça va s'écrouler quoi. Non, mais ça va, on verra, ça coûte moins cher, c'est juste pour aller vite. Ça fonctionne pas comme ça en fait. C'est notre responsabilité, c'est notre expertise. Et je pense que quelque part, il faut aussi être un petit peu fier de ça, entre guillemets, sans parler d'orgueil. Hein. C'est que, sinon, on n'est que des exécutants. Hein. Je suis assez d'accord là-dessus. On peut pas demander des lauriers sans avoir les responsabilités qui vont avec. C'est exactement ça. C'est une approche qui me va bien. J'aime bien aussi le fait de revenir on en revient tout le temps aux métaphores avec le bâtiment. Il y en a qui sont pas d'accord. Je pense qu'il y a des pans où ça peut les comparaisons tiennent encore. Ça marche pas à tous les coups. C'est que des métaphores. Hein. Ce sont des analogies plutôt. Des analogies, voilà, c'est le bon terme. Ça veut pas dire que c'est exactement pareil, mais c'est sûr. On est d'accord. Un petit mot à rajouter, Julien, parce qu'on a déjà bien avancé sur le timing. Ouais, je crois que j'avais un dernier truc à dire. Que en fait, ouais. Pour donner une image entre l'entropie et... Si, j'en ai parlé du capital santé déjà. Ouais, que tu fumes comme un pompier, etc. Non. C'était à la prépa. Parlé. C'était à la prépa. C'était en préparant. Ouais, pardon. Ouais, donc en fait, une différence entre la malfaçon et la dette. C'est si vous fumez comme un pompier pendant des années et que vous avez une très mauvaise hygiène de vie, même si le corps est résilient, au bout d'un moment vous allez avoir des séquelles et vous allez jamais pouvoir récupérer votre forme. L'entropie, c'est exactement ça. La malfaçon amène à l'entropie. C'est pas la dette en fait la dette peut vous amener à ça aussi de manière indirecte, mais c'est pas la dette en tant que telle. C'est pour ça que c'est très important de ne jamais oublier que on est des professionnels, on est là pour rendre un service et un service de qualité. Si on nous demande de dégrader la qualité pour avoir un meilleur time to market, il faut bien alerter sur ce que ça veut dire. Il faut aussi bien alerter sur le fait que ça va rendre le logiciel immaintenable et peut-être à un point où, même en le refactorant, ce sera plus jamais... c'est pas pour rien que souvent on voit les softs se faire réécrire tous les 3 ans. Hein. C'est pour ça que ce que tu disais vis-à-vis d'Arnaud Lemaire là, avec le Rotten Software, c'est exactement ça. Au bout d'un moment, vous serez plus capable de faire quoi que ce soit et vous aurez plus d'autre choix que de recommencer de zéro en fait. C'est un capital logiciel qu'il faut pas spoiler quoi. C'est une conclusion qui me va bien. Où est-ce qu'on peut te voir, t'écouter parler Est-ce que tu as un blog, un Twitter, des confs à venir où tu peux communiquer là-dessus? Yes. Alors moi, mon Twitter, c'est juste Julien Topsu. Hein. Je le mettrai en description. Ouais. J'ai un blog qui s'appelle Beyond Scratch avec un X au milieu. .com sur lequel je parle de domain-driven design, d'architecture hexagonale et de sécurité applicative. Et puis en termes de conférences, là je vais faire Tour & Tech au mois de janvier sur OAuth 2.1 et puis le Snowcamp en mois de février sur comment écrire des API REST orientés métier. Donc où je parle comment on peut réconcilier le domain-driven design avec REST, parce que généralement quand on fait du REST, on est condamné à faire du CRUD, mais grâce à 8OS, je montre comment on peut aller plus loin en implémentant des workflows métiers dans les API. Ok. Julien, je te remercie d'être passé dans le podcast. Merci à toi. Je te souhaite... on enregistre pendant les vacances de Noël, donc je te souhaite de bonnes vacances, de bonnes fêtes. Aux auditeurs, je vous souhaite une bonne année, puisque je pense que tout ça sera diffusé en début d'année. Merci encore d'être venu. Merci à toi. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien et codez bien.